Re-salut, Bertrand. Rebonjour. Bon, mais voilà, j'ai souhaité cette petite interview parce que on fait tous les deux partie de la Fédération française de force dans des disciplines à la base différentes, même si il y a toujours possibilité de faire un croisement de nos disciplines, bon, comme tu le fais si bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va en parler justement. Donc toi, tu es plus orienté force athlétique, tu vas te présenter, et moi, je Mhm. suis plus sport des kettlebells, Leroy Sport. Donc l'intérêt en fait de cette interview, c'est surtout de voir les applications possibles de la kettlebell dans la force athlétique et en particulier donc pour les pratiquants vraiment de force athlétique parce que aujourd'hui le sport des kettlebells a besoin de se développer et justement je pense que le plus intéressant c'est déjà au moins de se tourner vers les pratiquants de force athlétique et justement l'interview va mettre en avant ce que toi tu as ressenti des bénéfices de la pratique du sport des kettles et des quelques compétitions auxquelles tu as pu participer, dont le championnat d'Europe récemment, et en particulier ce championnat d'Europe. Donc tu as pu voir vraiment quels étaient les points positifs de ton côté et ceux qui pourraient vraiment être intéressants pour un pratiquant de force athlétique. Donc je t'invite donc à te présenter pour que ce soit bien clair pour surtout les pratiquants de force athlétique qui vont écouter cette interview. Et à toi la parole. Merci déjà pour l'annonce d'interview. C'est relativement sympa et puis c'est vrai qu'on se côtoie depuis un bon moment maintenant. Après, oui, on fait partie de la famille des poids et haltères, en fait, on va dire quand même, hein, de tout ce qui est charge additionnelle, même si c'est relativement différent. Après, de par notre passé aussi de formation, on va avouer qu'il n'y a pas trop de barrières en fait entre les sports de poids et haltères. C'est-à-dire que les barrières, les gens se les donnent dans un but compétitif. Mais nous, je pense qu'on est de la même année de naissance et quasiment du même mois. On est passé dans la catégorie master, même si on essaye de faire encore quelques compétitions en open. On a aussi une vision beaucoup plus sport santé et longévité que sport performance, même si bien sûr on essaye de chatouiller ou de côtoyer la haute performance. Donc voilà, donc au niveau de la présentation, moi c'est donc Bertrand Couvercel, je suis à la base, on va dire plutôt expatrié en Belgique, avec des fonctions en gymnastique dans la fédération et directeur technique en powerlifting, donc sur ce pays-là. Et en France, je suis donc responsable du functional training au niveau de la commission de culturisme et de culture physique et au niveau de la commission de formation, tout en essayant de rester athlète en powerlifting le plus longtemps possible. Donc ça, c'est mon challenge en catégorie open. Voilà, donc à presque 47 ans, tout comme toi, je présume, même si on ne C'est devrait pas le ça. dire. Voilà, donc maintenant, l'objectif à notre âge, c'est aussi de s'ouvrir souvent sur d'autres sports, d'essayer de comprendre les autres sports. L'outil en lui-même, c'est une chose, mais le sport, c'en est une autre. Et il est vrai que, bon, tu me rappelles si je me perds un peu dans les explications, mais euh, le kettlebell n'a pas de réelle concordance avec le powerlifting de par les voies métaboliques, puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes fonctionnements, dans les mêmes objectifs, les mêmes durées d'effort, ça c'est clair. Ceci dit, il y a des atouts énormes que j'ai pu comprendre au niveau du kettlebell pour à intégrer dans la préparation de la force athlétique. Bon, après, on peut aller plus loin, mais d'une, c'est un sport à catégorie de poids de corps, C'est en ça. powerlifting, comme en kettlebell. Le poids de corps, ça demande forcément de faire, on est d'accord, des water cuts, mais aussi d'avoir une qualité au niveau des composantes très très affinées, c'est-à-dire que moins on a de gras, plus on a de muscle, mieux c'est. Et le kettlebell est très métabolique. Donc ça, c'est un premier intérêt qui est très important et qui est très peu chronophage en termes de temps si on l'utilise comme outil métabolique. Je ne parle pas de compétitif, hein, Bien sûr, bien sûr. donc ça, c'est un premier intérêt super sympa. Moi, je l'intègre dans les phases pré-compétitives. Quand je commence à avoir un peu moins de volume d'entraînement en power et où j'ai besoin de commencer
si on peut dire, j'ai besoin de dégraisser un petit peu. Voilà. Donc, Ok. donc ça, c'est un intérêt. Deuxième intérêt dont on avait parlé en compétition, c'est j'avais une douleur d'épaule un peu récurrente de par ma prise au deadlift, etc. Et bon, peut-être vaccination, j'en sais rien, mais il y avait une épaule qui était relativement sensible du fait de ma prise en low bar au squat, donc prise basse, et qui a été réglée avec la pratique du kettlebell et sans chercher à régler le souci, en fait. C'est-à-dire que la pratique du kettlebell a permis de faire un travail de prophylaxie et certainement de gestion du conflit ou peut-être, en fait, tout simplement un problème du conflit sous-acromial, etc. Alors, justement, par rapport à ta pratique de la kettlebell, justement, en prophylaxie, euh, pourquoi tu as privilégié la kettlebell et pas un halter classique Alors, la kettlebell, pour revenir sur la petite histoire, la première fois que je l'ai pratiquée réellement, la kettlebell, il y avait des toiles d'araignée sur la kettlebell. La première fois, j'en parle, mais je pense que c'est le même cas pour tout le monde. Et je ne comprenais pas, je ne savais pas comment l'utiliser. Donc j'ai fait des formations, on en avait parlé, etc. J'ai essayé de tâtonner à l'époque ce qu'il y avait en formation disponible en France. Et ça a permis déjà de comprendre un petit peu le type de grip à prendre, l'utilisation, l'intérêt, les exercices dérivés. Et l'utilisation de la kettlebell, pour moi, est beaucoup plus, comment dire, fonctionnelle. Quand on sait l'utiliser, il n'y a pas de problème d'inertie au niveau du poignet, il y a un meilleur placement, il y a un meilleur équilibre et je trouve l'outil beaucoup plus fluide. Ok. Euh, Voilà. Enfin, ça, c'est sûr que, enfin, moi, de mon côté, je dirais pas le contraire. Après, je suis pas fâché non plus avec les haltères. Des fois, quand on veut vraiment faire de l'isolation, c'est quand même plus simple parce que la problématique lorsqu'on veut faire de l'isolation avec une kettlebell, c'est que c'est quasiment pas possible dans certains mouvements puisque le centre de gravité étant décalé, forcément, Mhm. il y a des muscles stabilisateurs qui vont entrer, euh, comment dire, en même temps en jeu et ça va perturber un peu ce que l'on souhaite faire à la base. Donc là, par exemple, pour ta stabilité d'épaule, je suppose que c'était un peu ça, c'est sûr que la kettlebell a un certain avantage. Après, si tu veux Alors, renforcer vraiment un muscle particulier, l'halter retrouve son intérêt. puis comme je t'ai dit tout à l'heure, je le mets souvent en pré-compétitive, voire compétitive. Et tout ce qui est travail, on va dire, d'isolation est déjà parti. En fait, je ne le fais déjà plus à ce moment-là. C'est-à-dire que tout ce qui est travail avec Alter, c'est déjà passé dans la préparation générale. Là, on cherche plutôt de l'efficace et du fonctionnel sur cette phase-là. Et il y a aussi le travail de grip qui est très important. C'est-à-dire ça augmente, je dirais, ça nous permet d'avoir un grip fort sans forcer sur le grip. Je ne sais pas si c'est un petit peu. En fait, il faut que les gens le vivent un peu en compétition, ou si on n'a pas un grip fort, mais fluide et souple, on ne tient pas la durée d'effort. Parce qu'à un moment donné, on va complètement tétaniser sur l'avant-bras. Et là, ça apprend par des qualités de placement à justement avoir un bon alignement et à travailler sur une chaîne complète. C'est ce qu'on cherche un petit peu, on cherche à faire du métabolique, de l'efficace. Donc je trouve que c'est l'outil un peu couteau suisse de notre sport, enfin de notre sport, de tous les sports de la Fédé. Ouais, c'est ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est utilisé aussi, puisque je suis en functional training, c'est un des outils de base du functional training, donc du coup, on va pas parler du sport sous licence, mais du functional training. C'est un outil de base qui est utilisé dans beaucoup de pays de l'Est, d'ailleurs en Amérique du Sud, en Asie, etc. Et c'est vrai que c'était utilisé, je crois, dans les années, jusqu'aux années 20-30 en France, 1900, hein. Et après, ça a un peu disparu. En France, j'ai pas vraiment trouvé d'historique de pratique de la kettle. Après, c'est vrai que je trouve beaucoup d'utilisation vraiment dans les pays de l'Est. Mais c'est vrai qu'en France, je n'ai pas vraiment de données. J'ai pas trouvé de données, même si on profite des intelligences artificielles que tout le monde utilise actuellement. J'ai rien trouvé au niveau de source en France. Vraiment, hein, au début du XXe siècle. Après, bon, évidemment, ça s'est développé avec la pratique des Russes qui s'est un peu étendue Mm. par Pavel Tsatsouline aux États-Unis, le CrossFit en particulier, donc plutôt fin du 20e. Mais en France, bon, certainement qu'il y a eu des praticiens, hein, mais là, moi, de mon côté, en tout cas, j'en connais pas.
Ouais, je regarderai. Après, c'est vrai que c'était souvent les sports, enfin, c'était plutôt les haltères avec les boules, en fait, avec des gros grips Oui, qui étaient utilisés. Et voilà, donc après, tout simplement, l'intérêt, c'est que ça permet aussi d'avoir une grosse activation au niveau de l'extension de la hanche aussi pour les powerlifters, hein. Ils pourront avoir ça. Ça permet de travailler l'expansion thoracique pour le bench. Ça permet de travailler le grip, comme on le disait. Ça permet aussi, pourquoi pas, de travailler les cycles respiratoires, même s'ils sont un peu inversés. Donc, il y a quand même un gros outil. Enfin, c'est super intéressant. Et le powerlifting, c'est un sport qui est, on va dire, extrême. Quand on dit extrême, c'est qu'il va chercher des qualités extrêmes dans un sens. Et le cardio est très souvent oublié parce que c'est un peu antinomique. D'ailleurs, les gens en powerlifting, nous on les reprend au DEGEPS un petit peu, ils me disent, tiens, de l'endurance, je fais du cardio. C'est du CIREP, hein. Bon, ouais, alors oui, je peux comprendre que c'est long pour quelqu'un qui fait du power 6, 8, 10 reps, mais c'est pas de l'endurance. non, évidemment pas. Donc voilà, donc c'est comme on dit, à chaque fois les curseurs sont décalés et les gens ont tendance à s'enfermer un peu dans ce concept-là. Alors on ne dit pas que c'est mauvais parce qu'il y a des grosses performances en France, hein, entre autres, mais si on veut avoir de la longévité, je pense qu'il faut avoir un travail général, un travail global et s'ouvrir à tout le reste. Après, c'est vrai que voilà, tu mettais plus en avant le sport santé tout à l'heure. C'est vrai Oui. que bon, plus on avance dans l'âge et plus on a tendance à moins se tourner vers la performance extrême parce qu'on sait que c'est coûteux, aussi Mhm. bien au niveau articulaire que musculaire, que, enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez problématique à ce niveau-là d'aborder vraiment les performances extrêmes sans prophylaxie. Donc maintenant, on a plus Oui. tendance à faire l'inverse, quoi. Voilà, on va dire qu'on commence à être sur cette bascule-là. Après, ça, bon, je pense que ça nous réussit pour revenir sur toi, puisque là, tu t'es pas trop présenté, enfin, même si les gens te connaissent, hein. Tu t'es pas trop présenté, mais tu arrives à faire du très haut niveau sans avoir réellement de pathologie. J'ai Donc, cet avantage-là, c'est vrai que, enfin, je sais pas, c'est sûr que j'ai tendance à mettre en avant la pratique des kettlebells qui ne sollicite pas énormément, alors quand je dis énormément, au niveau du système nerveux, évidemment, euh, les placements sont, je dirais, peut-être moins importants. Ça ne veut pas dire que je dis pas, enfin, que je dis qu'ils sont pas importants. C'est qu'on peut se permettre quelques défauts techniques parce que ça va être corrigé sur la répétition d'après. Alors qu'en power, je pense que le moindre faux mouvement peut être problématique. oui. Surtout sur le squat, le bench, oui, ça peut être récupéré, mais le squat, je pense que c'est le mouvement le plus exigeant. Ok. Après, le deadlift, en fait, la barre étant au sol, c'est pas méchant, mais en fait, si on n'arrive pas à la monter ou si on a un défaut technique, la barre ne monte pas si on sort de la trajectoire, en fait, on n'arrive pas à la verrouiller. Donc, c'est un truc. Et le bench, il y a quand même des sécurités autour qui permettent normalement de ne pas se blesser ou de limiter le risque de blessure. Le squat en lui-même, c'est quand même le plus risqué, on va dire, des mouvements. Oui, et pour revenir un petit peu sur l'intérêt, il y a aussi, même si on est sur le kettlebell, si on est sur un sport qui est quand même à vocation aérobie, un petit peu, puisque la durée de l'effort fait que pour les powerlifters, on parle de 6-10 reps, c'est de l'endurance, là on est plutôt sur du 10 minutes. C'est ça. Donc c'est pas tout à fait la même durée d'effort. Il y a aussi, par contre, dans l'entraînement, une belle notion d'explosivité. Et il y a quand même beaucoup de recrutement selon ce qu'on peut faire. Parce que si on prend lourd, même si on fait des cycles de 2-3 minutes, il y a quand même un engagement, il y a quand même une inertie, il y a quand même une vitesse à générer et c'est quand même, ça, il y a quand même une base d'explosivité dans ce mouvement-là qui peut être relativement intéressante pour tout ce qui est recrutement et la coordination, bien sûr. Là, on est tout à fait d'accord. Moi, j'ai plutôt tendance à. On utilise généralement l'endurance de force pour définir le sport des kettlebells. Je suis plus. Alors, je sais pas, et je pense pas que ça existe réellement, endurance d'explosivité ou endurance de puissance. Je pense qu'on est plus sur ces concepts-là, parce que même si on ne soulève pas très lourd par rapport à un powerlifter, la notion quand même, quand on doit, par exemple, à nos âges avancés, 48 kilos sur 10 minutes à répéter, à répéter, à répéter,
il y a quand même une certaine notion d'endurance, évidemment, mais d'explosivité, parce qu'il faut quand même les balancer au-dessus de la tête. Et ça, ça demande quand même des notions, comme tu dis, d'explosivité. Donc le recrutement nerveux est quand même Mm. important sur la durée. C'est pas des concepts d'effort similaires, mais là, c'est encore une fois, c'est toi qui a vraiment expérimenté donc la force athlétique, tu as à fond dedans, évidemment, mais ce qui serait important là peut-être de voir, c'est comment tu as géré ta préparation en compétition de kettlebell sport tout en ayant ta pratique de fond de power. Alors, bon, et puis pareil, pour revenir, il y avait deux petites choses qui sont très importantes. Étant plutôt novice dans la pratique technique du kettlebell, je suis toujours en compensation dans l'entraînement et c'est ce qui me permet de faire de la prophylaxie. Ok, C'est un peu bizarre, mais le fait de ne pas être technique et de toujours devoir s'ajuster, c'est très très important. Et tout ce qui est power, c'est quand même un sport qui amène une rotation médiale au niveau de la tête humérale. Et l'avantage du kettle, c'est que par les fixations, en fait, on essaye de travailler les fixateurs de scapula, ce qui fait que ça permet de faire un travail compensatoire. Donc, comme on disait, toujours de la prophylaxie. Donc, ça, c'est pour moi les autres gros intérêts. Alors, pour la préparation, bon, ça change un petit peu au niveau des périodes, mais j'ai tendance à prioriser, bien sûr, l'entraînement de force en début de semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, bah, je fais souvent un SBD, puisque moi, j'ai un volume d'entraînement limité de par mon activité professionnelle, comme beaucoup de personnes, hein. Plus on avance dans l'âge et moins on a de temps pour s'entraîner, c'est ça. sauf après quand on est retraité. Mais bon, globalement, j'essaie de profiter pour faire un SBD, donc squat, bench, deadlift, avec des objectifs plus ou moins différents sur le lundi. Et j'ai entre 3 et 4 séances semaine de powerlifting. Ok. J'essaye de doubler les mouvements et de tripler le bench. Et souvent, ma deuxième journée, donc je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, en fait, de par mes contraintes professionnelles. Le mardi, c'est ma journée renforcement et kettlebell. Et dans le kettlebell, en fait, sur le début de semaine, je profite pour mettre un travail souvent plus lourd et sur de l'intervalle training. Ok. Euh, c'est très dur de durer très longtemps. En fait, j'essaye de mettre un entraînement. Alors, je fais une augmentation en incrémentation de charge et j'essaye d'avoir les 24 kilos. Bon, toi, tu joues 10 minutes avec, hein, moi, j'y joue un peu moins de temps. Mais j'essaye de faire des cycles et de garder la cadence qui a été conseillée, dont on avait parlé. Par exemple, si on fait du long cycle, donc de l'épaulé jeté, j'essaie d'avoir une cadence de 10 répétitions sur une minute, pause une minute, et j'essaie de répéter ça 3 à 5 fois. Tout simplement pour avoir un cycle, mais de par l'échauffement, ce travail-là, et après, je fais un petit peu de snatch plus léger, en 16 kilos. Et le snatch, je pars sur un principe où j'essaye de faire 3 à 5 minutes. Ce qui est déjà très bien, hein. Ce qui est déjà très bien, ça fait un entraînement. Le mercredi, j'ai mon entraînement lourd au bench, donc avec un maillot, etc., plus serré, donc qui est contraignant. Donc, on essaye je ne mets pas autre chose avec, mis à part du renforcement pour les pecs. Et le jeudi, c'est ma deuxième séance où j'intègre au kettlebell, puisque j'ai de l'entraînement léger sur le bas du corps au niveau du power. Et là, j'essaye d'inverser. Je mets d'abord le snatch sur le même principe, pour donner un exemple, et je mets du travail aux 16 kilos sur le long cycle. Ok. Donc, ça reste basique, mais je fais ça. C'est juste que quand il y a eu le championnat d'Europe, par exemple, j'ai essayé d'être sur quelques séances plus sérieux en restant sur la durée d'effort qui était faite pour le relais de 3 minutes et en essayant de mettre des cadences, soit une surcadence, soit de mettre un peu plus lourd, en mettant un peu moins de temps, en mettant ce qu'on fait un peu du rest pause, par exemple, en mettant des phases de récupération de 15 secondes, 30 secondes et d'essayer d'avoir un nombre de répétitions effectuées. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ce championnat d'Europe, est-ce que tu as maintenu cette Non. semaine, cette planification de semaine? Alors, en fait, j'ai réussi, en fait, j'ai priorisé ça, que j'ai fait un déload en powerlifting pour pouvoir faire ça. Après, il y a eu, au championnat, il y a eu un autre problème, en fait, juste un autre problème, c'est qu'il y a des contraintes techniques. C'est-à-dire que ce qu'on Oui. fait à l'entraînement, c'est pas ce qui est repris, en fait, c'est pas forcément ce qui est validé en compétition. C'est même pas une notion de stress, parce qu'en fait, le stress, bizarrement, dès qu'on a commencé la deuxième, troisième répétition, il n'y en a même plus, puisqu'on est dans
on va dire, on est dans notre travail et je pense qu'on a trop de paramètres à gérer pour pouvoir stresser. Mais de mémoire, j'ai eu 4 répétitions non validées ou 5 répétitions ou 3, enfin, ce qui est énorme. Enfin, pour moi, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme. Et, euh, et ça a amené en fait, par exemple, des gestions de cadence où à l'entraînement, tu es tout seul, tu gères ta cadence avec un timer, un métronome. Là, bizarrement, bon, il y avait des Ukrainiens à côté de nous. Et quand tu te greffes sur leur cadence, et ben, au bout de 2 minutes, sur les 3 minutes, tu n'as déjà plus rien. Ça, c'est sûr. Et c'est un petit peu ce qu'on dirait, c'est ça qui est bien aussi dans ce sport, c'est qu'en fait, tu es obligé de rester humble parce que même si tu dis, bah tiens, je fais du power à côté, là, en fait, tu sais que je veux dire, t'es pas nul, mais tu es novice. On sent que tu maîtrises pas le sport par rapport à eux. À la limite, ils ont fait ça 3 minutes, ils feraient 5 minutes à la même cadence ou 6 minutes, hein. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, là, on parle de spécialistes extrêmes. Les Ukrainiens, les Russes, c'est la référence. Comme si on comparait moi qui vais tester aussi une barre chez vous en power. Forcément, je serais ridicule, mais voilà, c'est pas du tout l'objectif. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans ton approche, et c'est là que tu vas me dire si tu as observé des différences lorsque tu as repris ton cycle normal de power. Est-ce que tu as ressenti une baisse de performance? Est-ce que tu as senti quelque chose d'amélioré? Comment tu l'as vécu après le championnat d'Europe et donc toute cette phase de stress, de préparation avec plutôt des intervalles, etc. Alors, bon, moi j'ai eu une grosse phase de fatigue après, mais c'est pas dû au kettlebell en lui-même, hein, c'est le volume de travail que j'ai eu à côté. Et il y a eu quand même les championnats d'Europe, les championnats de France, avec des petits déplacements quand même si c'est pas trop trop loin. Et j'ai fait la Coupe de France de strict curl. Donc ça fait bon, en fait, ça fait plein de préparations différentes. J'ai des qualifs aussi en power qui arrivent. Donc j'ai eu une fatigue qui est faite un petit peu à l'éparpillement voilà, on est resté très pluridisciplinaire sur cette période-là. Par contre, je commence à avoir un bienfait. Alors, ma douleur, je ne vais pas dire qu'elle a disparu, mais elle n'est plus présente. Parce que c'est sûr que si j'arrête le kettlebell ou les autres activités, à un moment, ça va revenir. Mais l'intérêt, c'est que j'ai l'impression, par exemple, de pouvoir dropper beaucoup plus facilement sans subir, ce qui est bizarre. C'est de pouvoir augmenter mes charges à l'échauffement plus rapidement. Et je peux diminuer mes temps de récup. Ce qui peut être Ok. important en préparation de compétition, puisque moi je l'ai déjà vécu par le passé. On te donne en power, on te dit, bah voilà, enfin, passage à 10 heures, j'ai une bêtise, et en fait, je ne sais pas pourquoi en qualif, ils font à 9h40. Sauf que quand tu dois faire un opener à 260, Ouais. bah, ça te fait sauter 2 barres d'échauffement. Donc là, bon, ouvertement, moi à mon âge, je me dis non. Donc en fait, je suis reparti chez moi. Enfin, j'ai attendu parce qu'il peut y avoir des contrôles antidopage. Mais du coup, tu attends, tu arrêtes la compète. Aujourd'hui, en fait, je serais capable de le faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai une meilleure récupération à l'effort de par l'intégration d'une activité, comme tu disais, en endurance de force et aussi avec un objectif cardio. Et- Donc, ok. et une amélioration aussi comme je disais, en fait, c'est très spécifique, mais par exemple, moi, je suis très lent en power, très très lent. Donc, j'ai une rampe de montée en force qui est très lente, donc qui est très longue. C'est-à-dire que ça met beaucoup de temps à monter, mais ça monte en général. Le truc, c'est que ça me permet d'avoir, par exemple, au niveau de l'extension de la hanche, de diminuer un petit peu cette rampe, cette latence de montée en force. Ce qui fait que je Ok. suis pas plus explosif, mais j'ai l'impression que je coordonne beaucoup mieux, plus rapidement. Au niveau de la hanche, hein. Donc, c'est-à-dire que le fessier était un petit peu peut-être en amnésie, j'en sais rien. Et j'ai l'impression qu'il y a des meilleures sensations. Alors, on est sur du subjectif, mais à l'entraînement aujourd'hui, il y a plus d'efficacité. Alors que je pratique quand même très peu par rapport au power actuel. Ouais. Et j'ai l'impression que j'ai une meilleure efficacité et les performances continuent à monter malgré l'âge qui avance, quoi. Et je pense que c'est aussi l'ouverture sur les activités et le fait de ne pas avoir de saturation de l'activité. Oui, comme tu disais, la variété amène des points positifs qui sont à prendre en compte. Mm. Et tu en es le bon exemple hein, au final.
Et c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment qu'on ait cette interview et que justement on puisse la partager à de nombreux pratiquants de force parce que je pense qu'aujourd'hui il y a pas au minimum cette ouverture d'esprit, j'aime dire. Ça ne veut pas dire que c'est pas une critique. Chacun a sa pratique et c'est normal. Mais effectivement, voilà, tu es un bon exemple que la pratique d'activités qui n'ont pas forcément le même recrutement au niveau musculaire et nerveux, ben, ça peut avoir des effets positifs. Après, évidemment, il faut pratiquer avec parcimonie. Lorsqu'on a des compétitions en prévision comme vous, évidemment, on ne peut pas Bah, faire un focus sur le sport des kettles. après sur ta période de picking, si elle fait 2 semaines, 3 semaines, tu ne le mets plus. Mais bon, si tu as fait le travail préparatoire avant, ça reste efficace. Il y a aussi un autre intérêt dans le kettlebell, c'est que c'est peu coûteux. Parce que bon, tous les power ont des chaussures d'haltéro, de power, on va dire power parce qu'on est en power. Une ceinture, même si les ceintures à levier, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté, c'est pas gênant si tu débutes. Et bon, même si ça peut être un peu douloureux sur le poignet, tu peux trouver des bandes de poignet. Bon, c'est pas très coûteux. Il faut juste avoir des kettlebells et l'entraînement prend très peu de place. Ça, c'est super intéressant. Moi, je sais qu'en vacances, quand je pars, si j'ai moyen, je prends une kettlebell. Voilà, après, on aborde un autre point. Le sport des kettles, c'est le sport des kettles, mais une kettlebell peut être utilisée Mm, pour plein de choses. Voilà, mm. on part en vacances. Bon, c'est sûr, selon la kettlebell que tu prends, si tu prends une 16 kilos, tu vas pas entretenir ton deadlift, par exemple, en faisant un deadlift à 16 kilos. Même Non, si tu fais du tempo, mais bon, voilà, ça recrute un minimum et c'est toujours mieux que rien. ah ben c'est toujours, à mon avis, très très bien. Et 16 kilos, on peut rigoler, mais selon la façon dont tu l'utilises, c'est déjà pas mal, hein. Si tu te mets en équilibre sur un pied, que tu travailles en tempo, etc., je pense que effectivement ça peut surprendre. Mais bon, voilà, ça reste évidemment largement en dessous d'un Oui. recrutement de compétition en power. Alors après, comme on en avait déjà parlé, mais en fait, il y a une chose qui freine un peu, je pense, les power dans l'activité kettlebell dans un but compétitif, déjà, c'est la durée le format de compétition qui est très long, en fait. C'est-à-dire que c'est minimum 6 minutes, sinon tu es éliminé en niveau France. Et le fait de faire 10 minutes pour aller, entre guillemets, dans l'objectif de l'épreuve. Donc 6 minutes, si tu es novice, t'as pas envie. En fait, c'est super long et on n'y peut rien, c'est comme ça pour le moment. Mais moi, ce qui m'a plu, même si j'avais déjà fait des championnats de France, c'est le format relais de 3 minutes, qui est déjà un gros challenge en soi, hein, parce qu'on a quand Juste. même des cadences plus importantes. Mais déjà, c'est l'esprit collectif, parce que bah, moi, on est dans des sports individuels, mais l'esprit équipe, c'est super important pour moi, l'esprit d'équipe. Et, euh, et 3 minutes, c'est long, mais en même temps, tu peux savoir gérer. Par exemple, si tu fais du long cycle, tu peux te verrouiller en rack. Enfin, il y a quand même, tu peux quand même tenir l'épreuve. On avait parlé, par exemple, une épreuve, pourquoi pas, sur un nombre de reps à imposer en un temps minimum, j'en sais rien, mais peut-être mettre des challenges pour pas vulgariser l'activité, mais pour promouvoir en fait l'accès à l'activité, tout simplement parce que les gens, en fait, c'est pas à eux de s'adapter à ton sport, c'est à toi de leur donner de leur donner envie de venir pratiquer le tien. Tout Tu à vois, fait. en commençant petit, après, tu arrives à un peu plus grand. Tout à fait. Et c'est un peu l'objectif que j'ai là depuis quelques mois, voire même un peu plus, quelques années, c'est de rendre effectivement accessible le sport par des formats beaucoup plus courts. Mm. Donc là, on va certainement tester avec les Italiens des formats un peu plus courts, sous la forme d'open. Mais après, c'est vrai que les formats courts, j'ai personnellement, en tout cas au niveau de la Ligue Provence, j'ai pas envie que ce soit des formats trop hybrides. Je voudrais Mm. vraiment qu'on conserve l'essence même de notre sport, qui est les doubles kettle, parce que je sais qu'il existe évidemment des épreuves à un bras, avec Mm. des mouvements qui ne correspondent pas forcément au sport des kettles, aux trois mouvements fondamentaux que l'on a dans notre sport. Mais voilà, on peut faire du format court, par exemple du 32 kg, enfin 2 fois 32 kg, qui demande Mm. une certaine technique, quand même, hein, il faut quand même le rappeler. Ça écrase bien déjà.
Mm. Voilà, même du 24, ça peut être sympa pour quelqu'un qui est pas trop habitué, mais qui a quand même des notions de force et qui peut gérer cette charge-là. Et comme tu dis, des formats sur. Moi, j'ai dans l'esprit plutôt des formats sprint, 1 minute 30, grand maximum. Mm. Parce que voilà, une 30, ça se gère. Même si on n'est pas très endurant au niveau cardio, ça se gère. Mais tu vois, pour revenir sur ce principe-là, alors, même si tu mets pas, par exemple, terme championnat de France, tu mets une Coupe de France, d'ailleurs, comme au Street Curse, ça a été mis, hein, c'est-à-dire que c'est pas du coup un titre, mais c'est quand même une Coupe de France, ça reste valorisant. Je pense qu'un power, tu lui dis même 2 3 minutes, ça passe. 1 minute 30, c'est bien. Le 6 minutes, je pense qu'il faut, et 6 minutes, c'est le minimum, hein. Le 6 minutes, c'est déjà, ça demande beaucoup de pratique. Et en fait, un powerlifter ne va pas arrêter la pratique de son sport pour venir faire forcément du kettlebell si à la base il aime le power. Par contre, s'il sait qu'il y a des pratiques d'1 minute 30 qui existent, qui sont peu chronophages, avec une séance par semaine ou deux, qu'il utilise en prophylaxie, mais qui lui permet de faire des compétitions, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que sur le volume d'athlètes, vu qu'on est sur des licences compétition qui te permettent de faire tous les sports dans la fédération, euh, bah, tu peux peut-être avoir 10, 15, 20 compétiteurs de plus, 30, j'en sais rien, sur la totalité, qui amènent de la densité et du coup qui essayent de mettre un peu plus en éveil les autres qui sont déjà performants. Parce que plus tu as de concurrence, plus tu as de concurrence positive et plus tu vas performer. Ça, c'est relativement sympa. Et puis, c'est vrai que c'est bien d'avoir des plateaux qui sont remplis. Je sais que ce qui était top au championnat d'Europe, en France, il y a aussi, mais c'est l'intérêt de ce sport, par contre, où tu vois tes concurrents, j'appelle ça des concurrents, hein, mais qui Sûr. font la compétition en même temps que toi. Et tu as aussi un aspect stratégique super important où tu peux gérer ta cadence, ton rythme en fonction des concurrents, puisque c'est en direct. Et oui, oui, tu peux avoir un œil sur le compteur du voisin, ça c'est Voilà. sûr. Voilà. Donc ça, c'est relativement intéressant parce que tu as une belle stratégie de compétition et ça, voilà, il n'y a pas que ta pratique. Tu es obligé de rester un peu lucide et de voir, bon, sauf si tu as ton coach qui est là, mais ça peut être pas mal. Et Moi, justement, j'aime bien ce sport-là, puisqu'il y a vraiment un aspect stratégique, un gros aspect technique. Mentalement, le power, c'est dur parce que c'est sur 2 3 secondes, 4 secondes, allez, 10 secondes si tu as une rep très dure, mais le power, tu es obligé de répéter de la qualité longtemps. Et Mhm. ça, enfin le kettlebell. Et ça, c'est super dur parce que mentalement, tout le monde n'a pas cette compétence de rester lucide et de pouvoir faire de la qualité dans le mal. Je ne veux pas dire ça, mais c'est quand même un des seuls sports avec le mass lifting où tu as des fois les mains qui peuvent être Ah oui, oui, quelque peu irritées ou ouvertes. tout à fait. Euh, je souhaitais justement revenir sur le côté stratégique, et c'est vrai que pour le championnat d'Europe, moi je l'ai vécu, et c'est vrai qu'il y a eu une petite lacune de la team, c'est que j'aurais bien aimé avoir l'info que le voisin italien était pas loin de moi. Parce que si j'avais eu cette info, c'est vrai que le côté boosté par les collègues de l'équipe aurait permis d'aller chercher encore plus loin les reps. Mm. Bon, ça s'est fait, tant pis, j'ai quand même gagné, tant mieux, mais j'aurais pu aller Mais encore plus ça loin. aurait pu. Ouais, ça aurait pu être Ouais. contraignant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de reps. Il y avait une rep d'écart au Mm, final, donc mm. ça a été sur le fil. Après, je souhaite revenir sur les 6 minutes. Personnellement, c'est quelque chose qu'on en a un petit peu parlé. Je ne suis pas d'accord avec cette règle qui a été instaurée parce qu'effectivement, ça met de côté beaucoup de pratiquants qui pourraient tester justement. Et bon, j'espère qu'elle va être retirée prochainement, cette règle, parce que j'aimerais bien voir d'autres personnes de ton profil en Power venir tester notre sport. Et là, Ouais. justement, cette interview, c'est bien qu'elle tombe maintenant parce que je vais aller participer à une compétition sur Riance, enfin, à côté de chez moi, mi-juillet. Et du coup, Mhm. j'espère, enfin, je vais diffuser justement cette vidéo pour inciter les personnes qui sont présentes à venir tester. Mm. Et voilà. Donc déjà, encore une fois, merci pour ta Et disponibilité là-dessus, quoi. après, franchement, de rien. Maintenant, après, je pense que là, c'est bien d'en parler, mais comme tu dis, il faut que les gens le vivent un petit peu.
Encore une fois, après, nous, on le vit un petit peu, peut-être un peu autrement, mais l'objectif, c'est se challenger, c'est de découvrir des choses, c'est de sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est bien d'aller chercher tout ça. Ça permet de rester polyvalent parce que même si on est très spécialiste, on est spécialisé, la polyvalence en soi, c'est quand même c'est fondamental. On parle aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, la relation en fait de longévité d'une personne, bon, parce qu'on est vieux, hein, maintenant on en parle comme ça, et avec le ratio de sa force au niveau de ses membres inférieurs. À partir du moment où tu n'as plus la force de te lever, de mémoire dans cette étude-là, l'augmentation enfin, de la longévité décroît de façon exponentielle à ce moment-là. Puisqu'en fait, tu ne métabolises plus comme de la même façon, tu perds de la motivation, tu commences à t'atrophier de tous les côtés, etc. Donc, maintenir en fait un travail debout, en posture, sur une durée relativement importante, c'est quand même fondamental. Développer le VO2 max aujourd'hui, quand on a 25 ans, on peut rigoler. Quand on en a 40, 50, 60, 70, j'allais dire 70, pardon, comme je suis en Belgique, euh, c'est fondamental. Je peux ressortir une personne en fait on était obligé de faire une rééducation, enfin d'aider à la rééducation cardiaque. Ça te parlera bien. Il était à 23 millilitres par minute par kilo de poids de corps en VO2 max. Ouais. Pour calcul pour les personnes, on divise par 3,5, ça donne la VMA. C'est-à-dire que cette personne-là, quand elle allait faire ses courses, elle était obligée de s'arrêter parce qu'elle ne pouvait pas durer à 5-6 km/h plus de 5 minutes. Et quand elle revenait de ses courses avec des sacs à la main, elle était en surcharge, donc son VO2 max diminuait. Elle était obligée de s'arrêter, de s'asseoir beaucoup de fois. Ce qui fait qu'on est quasiment dans un VO2 max morbide. Et oui. Et demain, rien que par de la prophylaxie, c'est-à-dire que je diminue mon poids de corps, j'augmente mon VO2 max, j'augmente ma densité musculaire, etc., bah, on augmente aussi son potentiel, son capital santé, son capital forme dans la durée. Donc, c'est bien de penser à la compétition à 25 ans. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, le challenge, c'est plutôt de dire, je fais de la compétition et j'essaie de durer 30 ans ou 40 ans, C'est voire ça. longtemps. Et justement, toi qui l'as vu aussi au championnat d'Europe, tu as vu l'âge des Oui, pratiquants ukrainiens et russes qui vont jusqu'à des âges de 70, 80 ans et plus. Donc, s'ils sont oui. encore en compétition, c'est qu'au niveau santé, ils peuvent se le permettre. Et je reviens souvent sur l'exemple de Michel Vauquier, qui est pas loin de chez moi, la Mm. fameuse Mini, que j'ai encore vu là récemment, 77 ans. Et même si, voilà, l'âge la rattrape, évidemment. Elle commence à avoir des vraies douleurs maintenant sur une épaule, mais c'est pas aux deux épaules, donc c'est vraiment la vieillesse, à mon avis, qui fait malheureusement son mauvais rôle. Mais voilà, on peut vieillir en bonne santé en pratiquant le sport des kettles. Et moi, enfin, là, tu as abordé donc, tout ce qui est amélioration des conditions cardio, les membres inférieurs qui sont relativement importants. Moi, ce que j'aborde souvent dans la pratique du sport des kettles, c'est aussi la mobilité. Mm. Et la mobilité articulaire, plus on va avancer dans l'âge et plus on va avoir besoin de vivre chez nous à la retraite et aller chercher des trucs en haut. Mm. Voilà, la mobilité d'épaule, elle est vraiment indispensable dans notre sport, que l'on va beaucoup moins retrouver dans d'autres disciplines. Et c'est vrai que le sport des kettles, là aussi, a un impact non négligeable. Euh, Quand j'ai C'est fait mon clair. stage en Russie, il mesure également la force de grippe. Évidemment, pour l'athlétique, vous avez des gros grips, ça, il n'y a pas de souci. Mais nous aussi, même si on n'a pas une force max en grip très développée, elle est quand même relativement bien développée. Et on est plutôt dans la moyenne haute des références. Et on sait qu'il y a une relation qui a été certifiée par des études entre l'endurance de grip et l'espérance de vie. Donc, Donc, je doute bien. D'ailleurs, en force, je vais rebondir sur le grip, puisque je n'en fais pas depuis 2-3 ans, mais j'ai pratiqué du golf pendant 7-8 ans. Bizarrement, en powerlifting, on a un gros grip sur le pouce, l'index et le majeur. Sur l'annulaire et l'auriculaire, il n'y a rien du tout. Je me mets au défi, hein, puisque le golf, en fait, c'est comme dans beaucoup d'activités, il faut avoir un gros grip
sur l'annulaire et l'auriculaire et ne pas avoir de grippe, enfin pas avoir de grippe, avoir un relax au niveau du pouce, index et majeur pour éviter de partir en slice ou en draw, etc. Enfin bon, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est pas, on a un gros grip sur 3 doigts. Et bizarrement, ceux-là ne servent pas en power. Ok, Donc, enfin, pas ou peu. c'est Et sûr. les 3 quarts, tu pourras faire le test avec des sportifs de plein de sports. Ils ont souvent pas de force sur les 2 derniers doigts. Et donc, on apprend kettlebell. Tu vois, avec le kettlebell, on est obligé d'avoir un gros grip, par contre, sur l'annulaire, l'auriculaire, Eh qu'on oui. n'a pas de l'autre côté. Et ça, c'est relativement intéressant. Et aujourd'hui, quand on parle du torque de la barre au niveau du power, le grip de l'annulaire et de l'auriculaire deviennent importants. Donc, c'est pour ça que dans le travail des kettle, c'est un travail complémentaire parce que c'est peu chronophage en termes de temps si tu l'utilises en outil. De deux, c'est quand même très complet. Et surtout, il n'y a pas, comme on disait, de conflit, puisqu'on est plutôt sur du métabolique et on n'est pas sur du central. Donc, on n'est Mhm. pas sur du on est plus sur du périphérique que du central. Et donc, il y a très peu de conflits. Même si je fais un travail de force avant, je peux quand même faire un petit outil de renfort, de prophylaxie sur le kettlebell après. Donc ça c'est relativement intéressant. Bon, par contre, c'est vrai que si tu fais ton kettle avant de faire ta séance de power, bon, ça risque d'être compliqué. Surtout si tu joues avec des poids relativement élevés pour Voilà. la discipline. Mais voilà, après, il faut le faire de façon intelligente. Mais je veux dire, tu peux le greffer un peu comme tu veux. En plus, on n'a pas parlé, mais tout ce qui est travail du corps, de la ceinture, la sangle abdominale, ça peut être un outil assez ludique. Les kettles pour utiliser, à utiliser, c'est un outil qui est très intéressant à utiliser pour ça. On parle aujourd'hui du strongman. Tu peux faire la marche du fermier. Tu as plein d'autres exercices qui peuvent se faire avec les kettlebells. Donc ça reste super ludique. Moi, dans mon autre activité, avec la gym, par exemple, on déborde un peu, mais j'ai un athlète qui fait du parcours, qui a fait les World Games, qui a fait troisième, 37 ans quand il a eu sa médaille. Donc c'est un vétéran aussi à sa façon pour le parcours. Et bah, lui avait un problème de grippe. Et il revient de beaucoup de pathologies, hein, donc derrière aussi. Et donc, il avait un gros problème de grippe. Et en fait, une des premières choses qu'on a dû régler, c'est son grippe. Alors que pourtant, il fait du parcours. Donc, pour reprendre, c'est un peu les Yamakasi. Ouais, ouais. Donc, Ok. sans être méchant, si tu sautes d'un immeuble à un autre et que tu as un problème de grippe, il faut quand même faire attention, c'est ce qui te maintient en vie, hein. C'est ça. Bon. Ouais, ouais. Donc, on a dû le travailler parce qu'il perdait du temps, par exemple, sur l'aspect compétition du parcours. D'accord. Et on a utilisé le kettlebell, des ateliers ludiques, parce que c'est un sport, le parcours, où s'il n'y a pas un minimum d'aspect ludique, il se désintéresse. Ah, Et tu, ça, tu, c'est tu- aussi quelque chose de sympa à maintenir, c'est-à-dire que je te greffe des choses où, bizarrement, avec le même outil, en changeant une petite variable, le mouvement est complètement différent. Eh oui. Oui, oui, on sort encore une fois mais c'est pas problématique, on sort du sport des kettles, mais Mm. c'est vrai que enfin, l'outil en lui-même permet plein de choses. Mm. Et là, comme tu dis, pour le grip, il y a tellement de façons de le travailler, hein, du swing lourd, de la Mm. marche du fermier sur le bout des doigts, tout simplement pour reproduire un peu des aspects du parcours. Donc oui, il y a toujours une application possible, quel que soit le sport. Moi, sur les séminaires que je fais, justement, je mets en avant plein de sports et des utilisations possibles des kettlebells. Donc ça permet vraiment de toucher à tous les sports en termes de renforcement. Et comme tu disais, pour tout ce qui est abdominaux, j'ai travaillé récemment avec un golfeur. Le mouvement que l'on peut reproduire justement avec une kettlebell, le mouvement du golfeur, il a trouvé ça génial. Parce qu'effectivement, il suffit de peu de charge. Mm. C'est une personne de 72 ans. Peu de charge pour solliciter ses abdominaux, son corps et améliorer sa rotation sur le swing, quoi. Bah, et puis pour aller dans ce sens-là aussi, parce que moi je le vois beaucoup en préparation physique, parce que si jamais tu as quelqu'un, en fait, si ton message ne passe pas, t'as beau être le meilleur du monde, déjà, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi, hein, mais si t'as beau être le meilleur préparateur ou entraîneur du monde, si ton message ne passe pas, en fait, tu n'entraîneras pas bien et de toute façon, ça va péricliter. Vaut mieux faire quelque chose de plus simple et d'efficace dans laquelle la personne croit
que de faire quelque chose de super technique, bien chiadé, et en fait qui n'est pas fait à 100% par la personne. C'est encore une chose qu'on a avec le temps. J'aime mieux faire moins bien, mais que ça dure dans le temps, Bien que sûr. top et pas longtemps. Et oui. Et ça, c'est hyper. Je pense que c'est devenu un petit peu la base. C'est-à-dire que souvent, moi j'en vois, hein, parce qu'on donne des formations, les jeunes nous disent, oh, on va faire ça, on va mettre des accéléromètres, des machins. Je dis, ouais, c'est bien l'accéléromètre, mais déjà pour le très haut niveau, hein, t'en mets pas un novice. Hein. Et l'accéléromètre, ouais, tu vas calculer des choses, mais avec une technique qui n'est pas parfaite de la personne, donc tu ne pourras pas calculer les mêmes choses puisque le mouvement n'est jamais similaire. Donc, Et- je dis, voilà, utilise quelque chose quand c'est viable, que ça sert à quelque chose et que la personne adhère. C'est encore une fois, moi, le message, il faut que la personne s'amuse en s'entraînant. C'est un peu bizarre. Non, non, c'est pas bizarre. Et je pense que l'outil, enfin, la kettlebell s'y prête énormément. Oui. Le fait du jeu, je veux dire, c'est vrai, bon, je suis passionné, mais il y a possibilité de jongler, enchaîner les mouvements en mode flow, donc ça aussi, je veux dire, c'est super. Enfin, le jonglage, ça demande vraiment une technicité assez particulière, spécifique, parce qu'il ne faut pas se rater, ça fait mal au doigt quand on se rate. Par contre, le flow, ça c'est vachement intéressant, je trouve, pour quelqu'un qui est novice, et il peut s'amuser très rapidement. C'est ce que Mm. je mets en pratique en général sur les cours collectifs, et en général, il y a plutôt des bons retours. Parce que voilà, c'est très facile d'accès, ça permet de se mouvoir un peu dans tous les angles, et ça aussi, c'est Mm. relativement important. Oui, bah, puis un autre outil qui était très sympa, c'est de travailler sur l'inertie de la kettlebell pour, par exemple, faire de la détente horizontale, détente verticale, donc en potentiation ou en post-activation. Donc tu peux faire, mais voilà, ça se grève dans tous les sens. Et le sport en lui-même, je te dis, c'est vraiment un format. Par contre, l'outil est très important. Et par exemple, dans la promotion des diplômes fédéraux, tu abordes l'aspect compétitif, ce qui est normal, mais tu abordes aussi l'utilisation et le savoir, en fait, le savoir-faire en fait de l'outil. C'est-à-dire que ton but, c'est d'avoir un rôle un peu modèle, de comprendre et d'avoir une belle gestuelle, hein, pas comme la mienne en compétition, on est d'accord, mais, d'essayer de faire quelque chose qui est fluide. En fait, tout ce qui est kettle, ça doit être un mouvement où on doit voir la personne fluide en face. C'est ça, C'est, l'efficience c'est- ou visuellement, ça doit être l'aspect de virtuosité, comme on dit voilà, souvent, c'est ça. à rechercher. En ressenti extérieur, hein, on est d'accord. C'est ça, tout à fait. Mais ouais, bon, voilà. Donc au niveau du format, pour revenir, moi demain, alors je sais qu'après c'est à vous de voir au niveau de la commission, mais c'est vrai que si tu mettais un format compète un peu plus court ou sans obligation de temps, je pense que ça attirerait plus de monde. Après, c'est vrai que ça dénature un petit peu l'objectif des 10 minutes parce qu'il y a des personnes qui n'iront pas chercher plus de 3 4 minutes. Mais si tu veux aller chercher du monde ailleurs, on a déjà parlé plein de fois, hein, je pense qu'il ne faut pas bloquer en fait déjà les gens. Parce que si tu arrives, tu fais une compète, tu payes, tu dois tenir au minimum 6 minutes, tu arrêtes au bout de 4, tu repars, tu n'as même pas qualifié. Eh oui, oui. Ouais, tu vois, on est dans un système aujourd'hui où les gens, c'est un peu, on est tous des consommateurs. Mhm. Donc, on consomme, si ça ne nous va pas, si on a un mauvais avis, en plus, on va mal le communiquer. Et ça fait plus de la contre-pub que du. Ben, pour être tout à fait transparent, pas plus tard que ce week-end passé, j'ai finalisé un projet d'intégration des minima d'une ligue internationale parce qu'on n'a pas de minima aujourd'hui au niveau de la commission Kettlebell et je trouve ça anormal. Déjà parce qu'au niveau de la force, ben, il y a des minima et ça me semble tout à fait logique. Et ces minima-là, on peut jouer avec pour qu'ils soient vraiment au plus bas pour justement favoriser l'accès aux novices et justement pas avoir cette notion de temps de 6 minutes qui est relativement rédhibitoire sur certains profils. Parce que c'est pas jouable 6 minutes quand tu n'as pas l'habitude, c'est pas possible. Alors qu'un minima, s'ils sont relativement bas, évidemment, il faut aussi que ça corresponde quand même au sport. Voilà, ça reste accessible, la personne peut se faire plaisir et se dire bon ben Oui. voilà, j'ai atteint ce minima, je peux prétendre à aller un petit peu plus loin. Bah, et puis, par exemple, là, enfin, moi, c'était pas très grave, mais ça m'était arrivé il y a 2 ans, en fait, et c'est arrivé à mon concurrent cette année, là, sur le championnat de France. Et sur le snatch, sur le changement de main, il laisse tomber la kettle au sol, à 5 minutes.
Eh oui, Donc eh il est oui, éliminé. voilà. Alors Donc qu'il avait certainement un bon score, quoi. oui, bah, c'était globalement, s'il allait au bout, il était meilleur que moi, hein. Donc Voilà. il n'y avait pas de souci, hein, mais le truc, c'est que moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans, et c'est vrai que tu es un peu frustré si tu. Imaginons que tu es sur un seul mouvement. C'est vrai que tu peux être un peu frustré si au bout de 5 minutes, tu l'as fait tomber et que du coup, tu n'as même pas de qualif, quoi. Tu n'as même pas de résultat qui est C'est ça. validé, quoi. Après, bon, évidemment, l'objectif, et ça les Russes nous le rappellent assez régulièrement, le premier objectif pour le pratiquant vraiment spécifique du sport des kettles, Mm. c'est d'arriver aux 10 minutes. Avant Mm. même de parler d'augmentation du rythme par minute, etc. Donc l'objectif premier, ça restera toujours les 10 minutes. Oui. Mais Mais voilà, là, comme on parle bien, c'est pour vraiment être bon, exceller dans le le sport. spécial. Par contre, dans l'objectif de découverte et de comment ça s'appelle de séduction pour les autres sports, il Faut que ce soit faut court. voilà court ou alors, comme tu dis, ne pas mettre trop de contraintes. C'est ça. Après, l'objectif du 12, il est bien, mais comme tu dis, le 12, c'est un genre d'open, etc. Le 16, c'est bon, voilà, c'est à l'international, ils rigolent, hein, les autres pays, hein. Euh, Même 24, limite, ils rigolent, mais pour les garçons. C'est le poids, enfin, pour les jeunes, entre parenthèses, c'est le poids amateur, Oui, c'est 32 kilos. Bon, après, à partir de 40 ans, on est normalement bloqué à 24 kilos. Et bon, voilà, 40 ans. mais voilà, donc, mais je veux dire, voilà, sur le principe, déjà, c'est vrai que tu joues avec des poids différents, ok, maintenant, la durée, euh, je pense que demain, on en reparle encore, tu mets un power qui aime bien soulever lourd, il fera plus facilement 3 minutes, 4 minutes avec Oui, des 2 fois 24 que vouloir faire des 16 minutes, des 16 kilos pendant 6-8 minutes. Et bien puis sûr, on est après, d'accord. avec la motivation, avec l'entraînement, en fonction, ça change. Et puis attention, on n'est pas là pour non plus, si tu veux, prendre des licenciés d'un côté pour en remettre de l'autre. Mais Non, demain, il y a peut-être croisé. des powers, voilà, il y a peut-être des powers aussi qui font du power, qui ont un peu moins de temps, j'en sais rien, ou qui ont envie de changer un peu, qui peuvent aller au kettlebell et après, pourquoi pas revenir au power, j'en sais rien, et vice-versa. Et c'est aussi ce qui, bon, nous, on a été dans le secteur du fitness, hein, mais c'est bien d'augmenter le nombre de licenciés, mais ce qui est important, c'est d'avoir un taux de rétention hyper élevé. Plus Oui, tu les retiens, plus tu leur apportes d'intérêt, et comme on est bien d'accord, c'est plus ils pratiquent de choses différentes dans un sport, dans une fédération, plus ils sont motivés à rester. Parce qu'en fait, ils ne retrouveront pas ça ailleurs. On va le reprendre dans le fitness. Si demain, tu vends, tu as un abonnement et tu mets en avant la qualité de ton matériel, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu as des low cost qui ont la même qualité de matériel que toi pour moins cher. c'est Donc, ça. si tu vends ça, ça ne va pas durer longtemps. Par contre, si tu vends la qualité de ta prestation et en fait de ton suivi, potentiellement, tu vas garder un peu plus les gens et tu vas essayer de leur faire découvrir plein d'activités différentes qu'ils n'auront pas là, dans ce low cost, et tu vas les garder. Et donc, pour la fédération, je pense que si les gens multiplient les activités au sein de la fédé, le nombre de licenciés va forcément augmenter, pas parce qu'il y aura beaucoup d'arrivées, c'est juste que comme tu vas les retenir, les nouveaux arrivants vont venir se greffer au fur et à mesure. C'est C'est toujours ça. le danger de la fédé, et aujourd'hui, le power, il est quand même très populaire. Comme l'était l'haltéro il y a 7-8 ans, hein. Oui, oui, après voilà, il y a eu scission, mais Mais il y a eu, voilà, non, mais l'haltéro, il y a eu le CrossFit qui est arrivé, qui a rendu plus populaire l'haltéro, etc. Bon, voilà. Maintenant, c'est un peu redescendu. Le power, on n'est pas sûr non plus à terme que, même si ça se maintient, que ça baisse un tout petit peu en termes d'intérêt. Et dans ce cas-là, les autres sports sont là aussi pour motiver les gens et pour augmenter le nombre de licences et l'importance de la fédé. C'est, ouais, voilà, nous, on a une vision aussi fédérale parce qu'on est sur les commissions, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas être raciste des autres sports et il ah, faut ah, justement essayer au moins de les comprendre et de les pratiquer un tout petit peu avant d'essayer de juger. Moi, j'ai des personnes qui, pareil, m'ont dit pour le strict curl, je vais en revenir, hein, j'ai voulu le faire parce que c'était Ahmed, en fait, et comme c'était mon stagiaire au DE, j'y suis allé, puis c'était marrant. Franchement, les gens ont dit, bah, tu fais une compétition de strict curl, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Bon, enfin, bah, écoute, fais-le, vois. Et bizarrement, on dit que c'est dangereux parce que c'est du monoarticulaire. C'est tout sauf du monoarticulaire quand tu regardes les deux, trois bons.
On Ouais. sent pas les biceps, hein. Il y a un engagement au niveau des fixateurs de scapula. Enfin, il y a vraiment une technique super importante pour soulever lourd. Par contre, c'est vrai que si tu fais le mouvement de musculation pur et dur, bah, c'est pas leur curl biceps de compétition. Bien sûr, c'est comme dire aussi pour le bras de fer. Le bras de fer, il y a Oui, aussi une technique. Mais voilà, les disciplines qui sont oui, intégrées aujourd'hui à la Fédé sont relativement intéressantes. Et moi, je n'hésite pas à les tester de temps en temps. Soulever des barres, ben voilà, j'en fais de temps en temps. Le mass lifting, j'ai oui. testé, j'ai mon petit niveau de base dedans. Le bras de fer, bon, je sais que j'ai un club qui est pas loin de chez moi. J'aurai pas le temps de tout pratiquer, mais j'irai certainement tester, avoir quelques conseils pour découvrir déjà, avoir la Hmm. curiosité de découvrir. Parce que c'est vrai que c'est un point très intéressant pour sa culture personnelle. Et puis, ça permet peut-être de renforcer certains muscles, par exemple, pour. Ah, ça coupe un tout petit peu. Ah, ça coupait un tout petit peu, c'est bon là. Bon. Bon, j'étais en train de dire que voilà, le travail de bras de fer peut renforcer le grip également pour ta prise en main de la barre. Enfin, voilà, ça peut servir à toutes les disciplines. Hmm. Donc, je te rejoins à ce niveau-là. Il faut être curieux et ne pas hésiter à tester, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et il faut aussi que les personnes qui forment, donc déjà, il faut développer les personnes formées. Ça, c'est encore un autre point. Et il faut que les personnes qui forment ne soient pas non plus fermées dans leur sport. Parce que ça, c'est souvent aussi ce qui limite un petit peu l'intérêt d'une personne qui vient découvrir. C'est que tu vends. Je peux donner un exemple. Par exemple, si je te parle de force athlétique, puisque tu vas parler d'un public de force athlétique, c'est comme si tu disais la force athlétique, là, c'est squat, bench et le deadlift, c'est que du traditionnel. Ouais, mais s'il y en a un qui a envie de faire du sumo, non, c'est que traditionnel. Ou l'autre qui va te dire c'est que du sumo. Non, reste ouvert, fais pratiquer, fais découvrir et après t'orienteras. Bien Et sûr. si jamais ils ont envie, est-ce que ça vaut le coup de faire tout de suite une compétition en initiation? Non, fais découvrir les mouvements, fais prendre plaisir. Et il y a d'autres choses On parle souvent en altéro aussi, mais c'est pas la même fédé. Ils parlent souvent de semi-technique avant de parler de mouvement technique. Ouais. Parce que le mouvement technique en lui-même, c'est déjà hyper complexe. En power, j'ai déjà vu aussi des personnes qui commencent à parler de Valsalva, alors que la personne ne sait pas faire un squat. Ouais. Bon, allons-y par incrémentation, allons-y par Et bon, on progression. est sur la problématique de la majorité des sports. C'est Hmm. qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent tous les détails avant d'avoir les bases. Oui, et puis déjà être champion du monde avant d'avoir déjà une première compétition de valider, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un problème. Donc en fait, je pense qu'à chaque fois dans tous les sports, toi, le power, c'est un sport super intéressant pour de la préparation physique. Mhm. Mais si tu utilises les outils squat, bench, deadlift et tout ce qui est semi-technique au service de la prépa physique. Si tu fais un bench avec un pontage de malade alors que le gars, il n'a pas besoin de pontage et de leg drive, bah, ça ne lui Évidemment. servira pas grand-chose. Tu n'es pas là pour que ton athlète lui apprendre 10 ans un mouvement pour qu'il soit bon après dans son sport et qu'il fasse un transfert. Le but, c'est qu'il Tout à fait. utilise ce mouvement pour être bon très rapidement dans son sport. Et donc, si tu fais ça, ça va aller. À mon avis, on manque de personnes formées aujourd'hui et il y a des personnes formées, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, puisque déjà d'une, il faut se déplacer sur tout le territoire. Hein, et puis, pour moi, on parle de problème, c'est que les formations ne sont pas assez chères. Ça, du coup, les personnes qui y vont sont souvent obligées d'y aller. Eh Et, oui. euh, et donc voilà, donc on regarde par exemple le diplôme d'État, quand tu voulais le faire, déjà d'une, tu es obligé pour travailler, mais il est cher, et quand tu commences à l'attaquer, bah, tu le finis. Hein. C'est sûr. Parce qu'il est cher et il y a un intérêt. Le diplôme fédéral, il y a des intérêts, il y a un intérêt, mais il faut, il faut il faut qu'il soit dupliqué un peu plus sur le territoire, et aujourd'hui, vous en avez beaucoup dans le sud. Enfin, il y a quand même beaucoup d'activités dans le sud, dont la fac à Montpellier. Ouais. Et c'est vrai que dans le nord, c'est un peu plus léger. Enfin, moi, dans le Grand Est et dans le Nord, chez moi, je vois pas grand-chose, ni en Normandie. Hein. Bon, on croise les doigts que ça se développe petit à petit.
Bah, après, voilà, dans le sud, vous êtes déjà super actif, mais comme tu dis, il faut que ça se développe. Après Paris, je sais qu'ils ont déjà un petit peu développé aussi l'activité, mais Ouais. on reste sur bon, l'Île-de-France, Bordeaux aussi, je crois pas mal sur l'Aquitaine, et chez vous dans le sud. On essaie de faire au mieux, mais après, voilà, il faut partager les expériences de chacun et essayer de se développer de manière harmonieuse Mm. en fonction des différentes disciplines. Mais on espère quand même, juste avant, on espère aussi que les gens qui font les formations en functional training, parce que c'est un peu parallèle quand même, vu qu'il y a l'outil Kettlebell, de les orienter aussi sur le Kettlebell, parce que il faut savoir utiliser l'outil. Donc, la première possibilité pour savoir l'exploiter, c'est de faire la formation. Exactement. Donc, on va Et une inciter compète, tout le pourquoi pas? monde. Comment? Et une compète, pourquoi pas non plus? Oui, voilà, des petites compètes, même enfin, des open au niveau Hmm. régionaux, hein, bon, on peut le faire, hein. Ouais. Ok, Bon, bah bon, écoute. Bertrand, je te laisse peut-être le mot de la fin sur ce que tu pourrais dire vraiment à tes confrères au powerlifter. Alors donc, bah, déjà, n'hésitez pas, moi je ne peux pas dire n'hésitez pas, ouvrez-vous en fait au kettlebell, essayez de pratiquer, ne serait-ce que pour vous faire plaisir et pour de la prophylaxie. Et puis après, si jamais vous voulez vous challenger, ça peut être bien de le faire aussi en groupe, d'aller pratiquer une petite compétition et vous verrez les bénéfices de la pratique en fait dans le temps. En fait, il ne faut pas chercher à avoir une ne cherchez pas à faire du haut niveau dans plein de sports différents en même temps, mais cherchez à faire de la pratique, à être polyvalent pour en fait être prêt à faire de la compétition dans des sports différents à des périodes différentes. Voilà. Donc, Ok, ok. En voilà. tout cas, ben, écoute, je pense que le message est clair. J'espère que tous les pratiquants qui regarderont cette vidéo auront compris les divers intérêts qu'il peut y avoir avec l'utilisation d'une kettlebell en mode Mm. sportif ou en mode prophylaxie, comme tu disais. Les deux sont totalement possibles et envisageables, tu nous l'as bien répété. Écoute, moi je te remercie pour cette interview. C'est toujours très intéressant et puis de toute façon on aura l'occasion encore d'en reparler sur les prochaines compétitions et puis Oui, pour d'autres activités fédérales, on va dire. tout à fait, oui. Bah, écoute, bah, je te remercie beaucoup et puis bah, bonne préparation à toi aussi pour les échéances qui arrivent. C'est ça. Et puis voilà, Merci. à très vite. À très vite. Merci. Merci à toi.